Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du comité jeune de l'ASFAR. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir le professeur Xavier Capdevila qui nous vient du CHU de Montpellier pour discuter d'acupuncture en anesthésie, EBM ou plaisanterie. Merci professeur d'être là avec nous. Merci beaucoup Julie. Donc effectivement, c'est un plaisir de partager avec vous un sujet qui évidemment n'est pas commun, on s'en doute. Parler d'acupuncture, dont on sait ce sujet-là peut revêtir un certain nombre d'oppositions qui sont d'ailleurs tout à fait normales lorsqu'on en parle. Mais on va essayer de vous convaincre que l'acupuncture dans le cadre de l'anesthésie-réanimation, c'est sûrement pas une plaisanterie et c'est sûrement lié à ce qu'on appelle de la médecine factuelle. Donc déjà, les principes de base de l'utilisation de l'acupuncture, d'abord c'est reconnu par son efficacité, encore une fois, qui est basée sur la médecine factuelle depuis maintenant bien longtemps. C'est reconnu par l'Académie des sciences, c'est reconnu également parce que ça a été évalué sur son efficacité et sa sécurité par l'INSERM. Donc il est temps, je pense, de définir l'acupuncture comme une aide complémentaire ou adjuvante à la pratique, à notre pratique de l'anesthésie-réanimation. Alors, quels sont les principes qu'on va avoir pour son utilisation? Parce que si on l'utilise, il faut évidemment qu'il y ait des grands principes. En termes de recommandations, bien évidemment, il faut que ce soit une technique qui soit sûre, simple, et qui permette une amélioration à court terme, soit de la pathologie du patient, soit en tout cas de la facilitation du management de ce patient dans le cadre de ce qu'on appelle un patient-centered care, c'est-à-dire quelque chose de centré évidemment sur le patient. Alors, ce qu'on sait, par exemple, si on prend la douleur périopératoire, qui est un des grands chemins qui peut être utilisé pour l'acupuncture, eh bien, dans le cadre de la douleur périopératoire chez les patients opérés, on sait que ça potentialise l'effet et la durée d'action liée aux analgésiques. On sait que c'est facile à administrer, que c'est peu coûteux, que ça a des effets indésirables minimes, que ça respecte l'autonomie du patient et que ça n'a pas d'interférence avec les thérapeutiques médicamenteuses. Ça fait quand même beaucoup de plus avec, à côté de ça, un cadre qui pourrait s'apparenter à ce qu'on appelle et ce qu'on cherche maintenant à faire, l'opioid sparing anesthesia, c'est-à-dire la diminution des opiacés qu'on utilise dans notre période périopératoire. Alors, ce qu'on sait, c'est que l'acupuncture et la modulation qu'amène l'acupuncture dans le cadre de la période périopératoire a été très étudiée. On sait que ça dépasse le cadre même de l'anesthésie par elle-même et que ça permet, comme on le voit ici, de diminuer les complications, d'assurer une certaine protection d'organes, on le sait, par exemple dans l'inflammation, et puis de permettre de diminuer à la fois la demande des hypnotiques, des analgésiques, etc. Alors on a encore un certain nombre de travaux à faire et de progrès, notamment sur quels sont les points qui sont essentiels. On verra que c'est plutôt des régions. Quelles sont les techniques qu'on peut utiliser? On verra tout à l'heure que peut-être l'utilisation de l'échographie peut nous permettre de sécuriser et de faciliter l'apprentissage de l'acupuncture. Et puis, quels sont vraiment les fondements du fonctionnement neurophysiologique de l'acupuncture? Alors justement, sur ces fondements, sur cette mécanistique, ce qu'on sait par exemple dans le cadre de la douleur périopératoire et de la chronicisation douloureuse, c'est que l'acupuncture ou l'électroacupuncture agit sur les douleurs de type viscéral, excès de nociception, mais également sur les douleurs inflammatoires, sur les douleurs neuropathiques, et on sait pertinemment que c'est toutes ces douleurs qui sont couplées, bien évidemment, lorsqu'on parle de douleurs périopératoires. Alors ça agit à tous les niveaux, comme vous le voyez ici, ça agit au niveau périphérique, au niveau ganglionnaire ou de la corne postérieure de la moelle, et au niveau de l'intégration au niveau du cerveau et des structures corticales et sous-corticales, notamment les structures qui vont travailler sur l'humeur, par exemple, chez les patients. Alors, en périphérie, ce qu'on sait, c'est que, par exemple, ça va inhiber complètement l'activation d'un certain nombre de récepteurs, notamment les récepteurs vanilloïdes, TRVP1, mais également les récepteurs NaV1,8 ou 1,9, qui sont des récepteurs polyiontophoriques et qui vont entraîner, encore une fois, des voies de signalisation qui vont vers la chronicisation douloureuse. Au niveau de la corne postérieure de la moelle, eh bien, on sait que ça va limiter l'activation des cellules qui vont entraîner, encore une fois, des voies de signalisation douloureuse, comme les astrocytes ou la microglie,
par le biais, par exemple, des Toll récepteurs. Donc, ce sont des choses qui sont maintenant extrêmement connues en neurosciences dures, c'est-à-dire précliniques, et que l'on retrouve évidemment dans les études cliniques et les randomized control trials. Alors, le substratum anatomique maintenant, puisque neurosensoriel, on le voit, c'est quelque chose de bien connu. Eh bien, le substratum anatomique, on part de ce qu'on appelle classiquement les méridiens. Vous savez, ces fameuses voies où on a l'impression qu'il faut mettre les points au sein de cette voie pour que l'acupuncture fonctionne. Ben, il faut savoir qu'en fait, si on fait un copier-coller, maintenant on a l'habitude avec nos ordinateurs de faire des copier-coller, eh ben, on se rend compte qu'en fait ces méridiens sont copy-cut exactement des voies myofasciales, en fait des fascias du corps humain. Donc on se rend bien compte là, quelque part, que si l'action de l'acupuncture est quelque chose qui marche parce qu'on a nos points au niveau des méridiens, on peut se rendre compte globalement que c'est parce que on a probablement les pointes de l'aiguille au niveau des fascias et que ces fascias sont probablement une des clés de voûte du fonctionnement de l'acupuncture. Alors oui, effectivement, si on prend par exemple les travaux d'Hélène Langevin d'Harvard aux États-Unis, eh bien les travaux du docteur Langevin ont montré très clairement que par exemple lorsqu'on plante une aiguille et on organise une rotation de cette aiguille au moment de l'implantation de cette aiguille au niveau d'un fascia, eh bien on obtient ce qu'on appelle un grasp, c'est-à-dire une sorte de tenting du fascia qui est accroché à l'aiguille. Et le fait de faire ceci, un réarrangement des fibres de collagène et d'actine au niveau de la pointe de l'aiguille qui attire un certain nombre de cellules, notamment des fibroblastes, mais pas que, qui vont eux-mêmes entraîner des signaux chémotactiques vers différentes molécules et différentes autres cellules. Donc on voit déjà que c'est quelque chose qui marche, non pas par l'opération du Saint-Esprit ou de l'énergie dont on ne sait pas où on l'attire, mais par quelque chose de neurophysiologique, de tout à fait connu. Si on regarde maintenant en microscopie des études extrêmement récentes, vous voyez, qui datent d'1 an, qui montrent que les pointes de l'aiguille, effectivement, sont toujours au contact de fascia lorsque l'action de l'acupuncture est générale et bonne. Et on voit que à ce moment-là, il y a une attraction d'un certain nombre de cellules et un réarrangement fibrillaire de ces cellules. Et ce qu'on se demande, mais si on est au niveau des fascias, est-ce que globalement on va n'exciter que des cellules, ou on va entraîner notamment une mécanoréception, une chémoréception qu'au niveau cellulaire? Eh bien non, parce que quand on regarde les fascias, on se rend compte que les fascias sont truffés de terminaisons nerveuses, que ce soit des terminaisons nerveuses somatiques, la vie de relation, ou des terminaisons nerveuses neurovégétatives. Donc on voit bien à ce niveau-là que l'aiguille ne va pas n'importe où, elle va au contact d'un certain nombre de terminaisons nerveuses et que ces terminaisons nerveuses vont entraîner un signal vers la moelle, puis vers l'intégration au niveau du cerveau, sur des structures corticales ou sous-corticales, qui est maintenant parfaitement démontré. Et ensuite, il y aura un retour de la voie, des voies inhibitrices descendantes, par exemple, mais également une imitation du largage du BDNF, et puis une activation d'un certain nombre de morphiniques endogènes. Donc on voit bien que l'acupuncture, encore une fois, agit par des voies que maintenant on connaît parfaitement en sciences précliniques dures. Donc si on vient de parler de l'intégration au niveau cérébral, ce qu'il faut savoir, c'est un petit peu comme les travaux de Anne-Marie Fémonville en hypnose. On a exactement le même type de zones qui sont éclairées en IRM fonctionnel ou isotopique, et on voit clairement qu'il y a des zones qui sont inhibées et des zones qui sont excitées. Et on voit que les zones inhibées sont des zones du cortex sensorimoteur essentiellement, et les zones qui vont être inhibées également sont des zones de type amygdalien, par exemple, qui sont, vous le savez, lorsque l'amygdale cérébrale est excitée, on a en général ce qu'on appelle un statut dépressif, donc ça limite également cette vision-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, l'acupuncture marche très bien sur le stress post-traumatique des patients de réanimation, par exemple. Ça a été largement montré dans de très très nombreuses publications scientifiques. Et en même temps excite un certain nombre de zones qui sont plutôt des zones pro-inhibitrices de voies de signalisation douloureuse, par exemple. Et donc, ce sont des choses qui sont assez classiques et qu'on retrouve assez proches de certaines images qu'on a avec l'hypnose, notamment dans les travaux, encore une fois, de Anne-Marie de Fémonville. Alors, qu'est-ce qu'on a en clinique? Puisque là, on a fait essentiellement de
la science dure. En clinique, on a beaucoup de travaux très intéressants. Ici, par exemple, quelque chose d'assez classique, on en fait tous les jours. La fracture du col chez le patient âgé fragile. Eh bien, on compare dans cette étude une acupuncture à des points archi-classiques pour l'analgésie périopératoire versus le bloc fémoral. Et il y a aucune différence entre les patients qui ont reçu l'acupuncture ou ceux qui ont reçu le bloc fémoral, aussi bien dans le cadre de la qualité de l'analgésie ou la qualité de la prise en charge derrière par l'équipe soignante. Ici, un autre travail sur une chirurgie qu'on va considérer comme plus lourde, la chirurgie sus ou sous-mésocolique, et on voit pertinemment que l'utilisation de l'acupuncture a des points, encore une fois, qu'il faut connaître, mais il n'y en a pas tant que ça à connaître, donc je vous rassure tout de suite, diminue la consommation de morphine post-opératoire tout en minimisant également la réaction adrénergique et noradrénergique à la chirurgie et en limitant les actions type, limitant l'arrivée d'un CIRS potentiel chez ces patients. Donc on voit bien là aussi l'intérêt de l'acupuncture dans ce domaine. Si on prend quelque chose de beaucoup plus classique, la prothèse de genou par exemple, et on fait de l'acupuncture auriculaire, puisqu'il y a également des points auriculaires au niveau de l'oreille. L'oreille est une sorte de mapping neurovégétatif du nerf vague, et on sait qu'il y a certaines zones, lorsqu'elles sont stimulées, qui permettent une régulation neurovégétative. Eh bien, on voit que lorsqu'on fait de la prothèse de genou et on compare un groupe en RCT acupuncture auriculaire versus fausse acupuncture, eh bien, on a encore une fois dans le groupe acupuncture auriculaire une diminution de la consommation d'opiacés, une diminution de la douleur post-opératoire, une diminution des nausées-vomissements et même une diminution de la CRP chez les patients qui ont reçu l'acupuncture. Donc une action anti-inflammatoire, mais ça on le sait, ça fait longtemps qu'on sait que l'acupuncture a une vraie action anti-inflammatoire à la fois médiée en périphérie et en centrale. Et ça a poussé nos collègues du HSS, l'hôpital of Special Surgery à New York, qui est le plus gros hôpital mondial en termes de pratique de PTG, PTH, à prôner pour l'utilisation de l'acupuncture dans le cadre de la RAC, en disant on ne peut plus faire de RAC maintenant sans utiliser l'acupuncture pour essayer de diminuer les opiacés dans la période périopératoire. Ça marche parfaitement bien sur les nausées et vomissements, avec un point très très facile ici que vous avez qui est le MC6, qui est un point au niveau du poignet que vous apprendrez très facilement à faire si vous allez dans une formation acupuncturale. Et on voit que ça diminue les nausées-vomissements de façon tout à fait évidente. Vous voyez que la proportion est par rapport à un groupe contrôle de 15 à 16 fois moins de nausées-vomissements chez les patients. Et ce qu'on sait dans une autre étude qui n'est pas celle-là, c'est que l'action de l'acupuncture sur un point MC6 est aussi importante que celle des cétrons. Donc globalement, là aussi, quelque chose qui est intéressant à savoir. Un papier du JAMA là qui sur de la chirurgie laparoscopique pour cancer colorectal qui était centré sur l'ileus périopératoire et qui montre que l'utilisation encore une fois de l'acupuncture permet une diminution de la période d'ileus post-opératoire, une reprise beaucoup plus rapide de la nutrition solide et liquide, et donc clairement, là encore une fois, une amélioration tout à fait claire par l'utilisation de l'acupuncture. Alors ensuite, on va aller vers deux choses qui sont très spécifiques et qui sont plutôt des aspects qu'on voit en réanimation. Par exemple, ici, une étude d'un choc hémorragique chez des chiens à thorax ouvert, où on voit très clairement que l'utilisation de l'acupuncture sur des points cœur, peu importe, permet par rapport à un groupe contrôle d'améliorer ce qu'on appelle le couplage ventriculo-artériel, quelque chose que vous connaissez bien, qui est lié essentiellement à la majoration de l'élastance télésystolique du ventricule. Et on voit donc une amélioration des courbes pression-volume chez ces animaux, avec une amélioration, comme on le voit très facilement dans les diagrammes, une amélioration de la précharge et une amélioration de la post-charge. Donc une amélioration du débit cardiaque chez ces chiens sans aucun problème. Donc on voit là une régulation qui est quelque chose d'assez classique. Et il faut savoir aussi que l'acupuncture a été largement montrée comme ayant une activité antiarythmique, par exemple, chez un certain nombre de patients. Un autre intérêt en réanimation, des patients de réanimation qui sont sous sédation plutôt moderne, puisque c'est une sédation rémifentanil, propofol, plus ou moins dexmédetomidine, et un groupe reçoit de l'acupuncture
l'acupuncture en plus, et on voit que le groupe acupunctural a beaucoup moins de nécessité de rémifentanil, de propofol et de dexmet, et donc la conséquence, moins d'hypotension, moins de dépression respiratoire, moins de durée de réanimation et moins de durée hospitalière. Et moins de mortalité, comme on le voit dans le tableau en bas à gauche. Donc clairement, là encore une fois, ça coûte pas cher, ça peut rapporter gros chez un certain nombre de patients. Et enfin, juste cette étude pour dire que lorsqu'on fait une action acupuncturale dans le périopératoire, ça dure dans le temps, c'est-à-dire ça va permettre aux patients d'avoir une sorte d'équilibre, de retour à une homéostasie particulière qui va durer dans le temps, puisque ça peut durer jusqu'à 12 mois chez 90% des patients. Alors, je vous ai dit qu'on pouvait peut-être optimiser l'acupuncture, parce qu'en fait, l'acupuncture peut avoir un certain nombre d'effets adverses. On en parlera peut-être après tout à l'heure, si vous voulez. Et le fait de faire de l'échographie, d'abord, c'est quelque chose qu'on sait faire. Les anesthésistes réanimateurs, on l'utilise tous les jours. On sait que l'acupuncture est opérateur dépendant et on sait qu'il faut en améliorer l'apprentissage. On sait que la précision du geste est importante. Je vous ai dit qu'il fallait absolument être sûr que ça arrive dans un fascia avec le grasp, etc., qui est beaucoup plus importante dans la réalité d'action de l'acupuncture que le fameux déqui, c'est-à-dire la sensation de paresthésie qu'on peut avoir de temps en temps. Et puis la sécurité du geste, puisque lorsqu'on fait de l'échographie, on verra si on ponctionne une structure vasculaire, une veine, une artère, un nerf éventuellement, voir comme on l'a eu chez nous, un lobe gauche du foie, avec une aiguille acupuncturale qui avait traversé le péritoine. Donc on voit que c'est des choses qui peuvent arriver, et ça a été largement décrit. Donc on va utiliser l'acupuncture. Alors l'acupuncture ici, par exemple, vous avez un point assez classique, qui est utilisé notamment dans l'analgésie post-opératoire, mais également dans l'équilibre hémodynamique. Et on va voir ici l'aiguille qui est dans le fascia superficiel musculaire. On voit bien qu'elle entraîne le fascia, qu'elle génère un tenting, donc l'aiguille est bien en place. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que l'aiguille est passée très très proche de la grande veine saphène, et que globalement, c'est plutôt pas mal de pas avoir l'aiguille qui est transfixée à la veine saphène si par exemple ce patient avait été porteur d'une anti-agrégation plaquettaire ou d'une anticoagulation. Ici, un point MC6 classique, encore une fois, pour l'analgésie, par exemple, entre autres, mais pas que, pour l'hémodynamique péropératoire également, ou pour les nausées-vomissements. Donc, on va chercher le point MC6. L'opérateur s'arrête lorsqu'il sent une sorte de difficulté à la progression de l'aiguille, et on a l'aiguille là qui est dans un fascia intramusculaire, et on voit bien le fascia bouger avec la mobilisation de l'aiguille. Donc, encore une fois, l'échographie va nous permettre de définir si notre acupuncture est quelque chose qui normalement est à son apogée en termes de possibilités de traitement. Limiter le risque, vous voyez que par exemple si l'opérateur avait été un petit peu plus loin, il allait directement dans le nerf médian, qui est en jaune sur la diapo, et donc on voit très bien que là encore une fois on peut diminuer l'affaire. Donc en conclusion, qu'est-ce que je peux vous dire sur l'acupuncture dans le cadre de l'anesthésie réanimation médecine péropératoire? C'est sûrement pas une plaisanterie, ça c'est clair et net. Mais c'est une médecine qu'il faut apprendre et et des techniques qu'il faut apprendre et qu'il faut acquérir en étant persuadé que ces techniques sont soutenues par une médecine factuelle et un nombre de publications dans des revues prestigieuses extrêmement importants. On connaît parfaitement le mécanisme neurosensoriel, on connaît parfaitement son action, donc on peut utiliser. C'est une technique qui est reproductible, qui est simple, rapide. Il y a une facilité d'apprentissage avec l'échographie et la sécurisation de la procédure, ça c'est important, et à nous de nous l'approprier. C'est une vision, pour une fois, non pharmacologique, mais qui est validée scientifiquement, et ça a surtout un impact clinique direct sur notre pratique quotidienne, et j'espère vous avoir convaincu que une formation qui n'est pas très lourde peut, par un petit quelque chose, amener gros chez les patients sur le plan de la prise en charge dans le cadre d'une RAC moderne, ou d'une opioïdie de sparring anesthésia qui est normalement notre activité quotidienne. Et même en réanimation, on peut l'utiliser. Donc, on voit bien que c'est quelque chose qui est important pour nous. Voilà ce que j'avais à vous dire, Julie. Merci beaucoup pour ce topo extrêmement intéressant et surtout extrêmement étonnant sur la richesse de la littérature qui existe finalement sur le sujet et qui est très méconnue dans notre spécialité. Tout à fait.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer vous un peu ce que vous en faites comme pratique clinique finalement concrète chez vous de cette Alors en pratique clinique, c'est très intéressant parce que moi c'est quelque chose que j'ai découvert il y a pas longtemps, à peu près 2 à 3 ans, par un collègue qui faisait de l'acupuncture depuis une vingtaine d'années et qui j'avais été le voir et j'avais été extrêmement surpris, par exemple au décours d'un certain nombre de chirurgies, par exemple chirurgie colorectale, où il utilisait des doses de sulfentanyl, par exemple, qui étaient homéopathiques, quoi. Hein. Je trouvais ça absolument incroyable, avec une stabilité tensionnelle pendant l'intervention qui était absolument géniale. Et je m'étais rendu compte, effectivement, qu'il utilisait l'électroacupuncture préopératoire, puis l'acupuncture péropératoire. Donc ça, c'était quelque chose qui était extrêmement intéressant. Et à ce moment-là, j'ai commencé à m'y intéresser sur le plan scientifique. J'ai essayé de voir si, effectivement, j'étais comme tout le monde. Hein. Je me disais, bon, c'est quelque chose qui est probablement laissé à une médecine qu'on va appeler très traditionnelle. Et en fait, j'ai été extrêmement surpris, non seulement, comme vous l'avez dit, de la richesse scientifique sur des études précliniques, la richesse des études cliniques dans notre discipline, avec un nombre de papiers dans anesthésiologie, BGA, PLOS ONE, etc., incroyable. En réanimation également, dans des grands journaux de réanimation, dont j'ai été très étonné. Et donc, on essaye de développer ça. Donc, on a fait un enseignement, on est en train de créer un enseignement qui s'appelle AQNest en ce moment, et qui est un enseignement de l'anesthésie dans le cadre de l'anesthésie, d'acupuncture, pardon, dans le cadre de l'anesthésie réanimation. Et puis, en même temps, dans le service, on va pousser pour que les choses se fassent petit à petit. Alors, on commence, je vais être honnête, on commence. On n'est pas encore un grand centre de formation. D'abord, il n'y en a pas, des grands centres de formation en anesthésie réanimation. Mais par contre, on a des gens qui savent faire et qui sont capables d'apprendre, d'accueillir des gens qui voudraient faire ça. Et surtout avec un substratum qui est important maintenant et une possibilité de leur montrer que véritablement ça fonctionne. Donc, on commence. Et alors, deuxième question, parce qu'on a effleuré le sujet tout à l'heure, mais j'imagine que ça ne se fait pas non plus sans un apprentissage, parce que comme tout, il faut savoir faire et il faut savoir quand ne pas faire. Quelles sont finalement les contre-indications et les grands risques de cette acupuncture? Tout à fait. Ben, je crois que c'est une très très bonne question parce que comme toute technique en tant qu'anesthésiste réanimateur, qui est une technique complémentaire à nos techniques, hein, il s'agit pas de faire de l'acupuncture anesthésique, hein, parce que ça on a cru aussi longtemps que parce que on a eu malheureusement des grandes visions où on avait des gens qui opéraient la thyroïde avec 2 aiguilles dans les épaules et puis on opérait la thyroïde ou à cœur ouvert. Bon, évidemment, on a bien compris que tout ça c'est du charlatanisme, mais par contre, l'utilisation de l'acupuncture comme technique complémentaire, ça c'est important. Mais c'est quand même des aiguilles qu'on met chez un patient et certaines aiguilles peuvent aller relativement profond, sur des fascias profonds, d'accord ? Et certaines aiguilles sont dans des territoires qui sont hautement vascularisés ou hautement innervés. D'accord ? Et même si ce sont des aiguilles très fines, hein, entre 30 et 34 gauges, il faut savoir que il y a une littérature sur les effets adverses qui est quand même relativement importante, et avec des effets adverses comme le pneumothorax par exemple, comme des épanchements péricardiques, comme des nerfs transfixés, des veines transfixées, etc. Donc des choses qui sont quand même relativement dures pour les patients qu'on aurait à prendre en charge. Donc par exemple, si vous avez un patient qui a des troubles de la coagulation ou qui est sous anticoagulant à dose curative, il faut être attentif. Faut en tout cas pas faire d'acupuncture profonde, c'est sûr. C'est un petit peu la même règle qu'on pourrait appliquer au bloc nerveux périphérique, hein. Et le faire dans des zones où on est sûr de pas croiser un vaisseau, hein. Ça, c'est des choses qui sont quand même assez classiques. Et donc ça, c'est des choses, il faut qu'on connaisse l'anatomie et la physiologie, et c'est pas pour rien qu'il faut que ce soit les anesthésistes réanimateurs qui s'approprient ça, et qu'on n'aille pas amener les patients vers d'autres acupuncteurs qui ont peut-être moins la culture d'anesthésie réanimation et la culture de la sécurité qu'on peut l'avoir. Et l'échographie, enfin, peut servir justement à essayer de limiter ça, à la fois permettre d'être sûr de l'efficacité de la technique et de limiter peut-être les effets adverses liés notamment à une ponction vasculaire, par exemple, avec une aiguille, qui est jamais bien bonne, même chez quelqu'un qui est pas sous anticoagulant. Ouais, effectivement. Voilà. Eh ben, un grand merci pour ce topo extrêmement intéressant, et on voit que l'acupuncture va probablement finalement trouver une place dans notre médecine périopératoire, que ce soit en préventif ou peut-être même après, dans la suite des soins. Un grand merci et à bientôt. Merci beaucoup.